Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce format prof que j'ai intitulé Enseigner les maths autrement. Et je suis super contente. Vous êtes vraiment plusieurs à vous être inscrits et plusieurs à être présents maintenant. Et je sais qu'il y a des gens qui se sont inscrits, mais qui vont regarder la vidéo en différé. D'ailleurs, cette vidéo va être disponible sur le site d'École en réseau dans l'onglet Ressources, qui est situé en haut à droite. Ensuite, vous allez en bas à gauche pour les enseignants. Oups. Ouh là là. Et quand vous allez en bas à droite, c'est pour les enseignants. Et là, vous allez trouver tous les formats profs sont là, donc ils sont en ordre chronologique. Donc, vous allez en dernier en bas de la liste et vous allez retrouver cette vidéo. Je vais tout de suite commencer parce que je vais vous dire que j'en ai beaucoup à vous montrer. Alors, je vais commencer mon partage d'écran. C'est parti. Donc, ma petite présentation est ici. Je vais la mettre, voilà, comme ceci. Parfait. Donc, enseigner les maths autrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon nom, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année. Là, vous avez sûrement reconnu par mon accent que je suis du Québec parce qu'aujourd'hui, c'est ça, il y a des gens vraiment d'un peu partout. Tantôt, j'ai vu dans le clavardage, hein, Liban, les Pays-Bas, la Belgique. Alors, vraiment, c'est super le fun qu'on a une belle communauté francophone partout dans le monde qui sont intéressés d'en apprendre un peu plus sur différents sujets. Alors, aujourd'hui, je vous présente un format prof. Format prof, c'est vraiment des formations animées, je le dis souvent, en toute simplicité, par des profs pour des profs. Donc, moi, je ne suis pas une experte dans le sujet. Je suis juste une prof qui partage avec d'autres profs ses connaissances ou encore ses pratiques. Et les formats profs sont chapeautés par l'école en réseau. L'école en réseau, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un organisme ici au Québec qui est chapeauté lui aussi par, par la bande, on va dire, par le ministère de l'Éducation et qui permet aux écoles et aux enseignants du Québec de se réseauter ensemble. Donc, si j'ai tenté que quelqu'un me pose une question, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un format prof au mois de janvier qui s'intitulait, je pense, Visite guidée de l'école en réseau, où justement, je présente tout ce qu'on peut faire à l'école en réseau. Et même si vous n'êtes pas du Québec, c'est sûr, c'est plus pour nous autres, les Québécois, mais il y a quand même beaucoup de projets qui se font à l'international, donc qui permet de réseauter des classes francophones ensemble. Ça permet, entre autres, en tout cas, de briser l'isolement. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller regarder ce format prof. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire témoignage. Moi, je vais vraiment juste vous montrer qu'est-ce que je fais avec mes élèves en classe. Ensuite, je vous le dis, de ne pas hésiter à poser vos questions pendant le webinaire. Vous pouvez les écrire dans le clavardage. Sylvia, qui est ici avec moi, surveille le clavardage. Si elle voit une question, Sylvia, tu le sais, voyons, tu ouvres ton micro, tu me le dis, je vais répondre. Mais si jamais vous n'êtes pas gêné, ben, vous ouvrez votre micro, vous dites Caroline, j'arrête, j'écoute. Moi, ça ne me dérange pas de me faire arrêter en cours de route. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, soyez très à l'aise. À la fin, en fait, sur le site d'École en réseau, on va mettre toutes les ressources. Donc, il va y avoir un PDF avec tous les liens que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, vous pourrez aller cliquer sur les liens après. Je ne les donne pas pendant parce que je vous connais. Vous n'allez pas m'écouter, vous allez aller voir sur le site, le site que je vais vous montrer. Puis là, vous ne m'écouterez plus. Donc, je vais vous le donner après, puis c'est tout bien répertorié. Telle idée, voici l'adresse. Vous pourrez aller voir après ça. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les ressources, tous les documents, les enregistrements, ça se retrouve vraiment tout d'école en réseau sous l'onglet ressources. Mais là, dernièrement, on a fait un petit changement. J'ai suggéré, puis c'est déjà fait, d'y aller par le calendrier, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec le calendrier d'école en réseau. Donc, si vous retournez au mois de mars, le 2 mars, sur le format prof, ça va vous mener vers la place où on devait s'inscrire, mais en même temps, on a mis là, on va mettre là le lien de l'enregistrement et des documents aujourd'hui. Alors, d'où m'est venue l'idée, parce qu'en fin de compte, quand je dis enseigner les maths autrement, ça veut dire enseigner les mathématiques sans cahier manuel, ou je sais qu'en Europe,
il me semble que voyons, Christophe, tu m'avais dit que vous appeliez ça un fichier, si je ne me trompe pas. En tout cas, tu me corrigeras si je dis pas, si je dis une bourde, là, mais donc, d'où m'est venue cette idée-là de vouloir enseigner pas de cahier, parce que c'était un petit peu une idée un peu épeurante au début. Mais je dois d'abord vous expliquer que il y a à peu près 3 ans et demi de ça, j'ai fait un grand changement en français. J'ai décidé de lâcher le cahier de français pour me lancer dans l'enseignement du français à l'aide uniquement de la littérature jeunesse. Et j'ai tellement eu un sentiment de liberté en lâchant le fameux cahier de français que je me suis dit, après 1 an, là, moi, je veux lâcher mon cahier de mathématiques. Mais l'année, disons 2019-2020, j'étais comme pas encore prête. Donc, j'ai quand même pris le cahier de maths et tranquillement, ben, j'ai commencé à moins le prendre. Puis, c'était comme mon année de transition. Puis, j'avais prévenu les parents. Je leur avais dit, écoutez, soyez pas surpris à la fin de l'année si vous voyez que la moitié du cahier n'est pas fait. Je suis en année de transition. Je veux lâcher mon cahier. Faites-moi confiance. Ce qu'on va faire, ça va être beaucoup plus payant que de faire un cahier, remplir un cahier de mathématiques. Et finalement, en mars 2020 est arrivé quelque chose vraiment d'inattendu, une pandémie. Alors, ça a été pour moi, ça a été la révélation. Parce que là, à ce moment-là, la première chose que j'ai dit aux parents, c'est là, oubliez le cahier, on va faire des activités. Et j'étais en distanciel, là, j'étais en visioconférence. Parce que je ne me voyais pas dire aux enfants, fais telle page, puis après ça, prends ton cahier, montre-le-moi à la caméra. Non, ça ne marche pas. Et ça m'a vraiment montré parce que moi, j'ai quand même commencé à enseigner à mes élèves fin mars jusqu'au mois de juin. Et pas de cahier, puis je n'ai pas senti que ça me manquait ou quoi que ce soit. Donc, c'est certain que pour moi, en juin 2020, c'était clair dans ma tête, fini le cahier. Donc, cette année, je n'en ai pas commandé et je ne regrette pas du tout, mais pas du tout mon choix. Mais là, c'est sûr que avant de me lancer dans cette aventure-là, j'avais des craintes. Je me disais, est-ce que je vais avoir assez de matériel pour enseigner les maths? Est-ce que ça va arriver qu'une journée, j'aurai comme rien pour eux autres? Mais finalement, je dois vous dire que j'avais vraiment un bon parachute. Donc, je ne manque vraiment pas de matériel. Au contraire, des fois, je prépare des choses et on n'a même pas le temps de les faire. Donc, c'est pour vous dire que je manque vraiment pas de jus, comme on dit. Là, je me suis comme fait une liste. Comment j'aborde les maths autrement? Fait que ça, c'est comme ma liste à moi. Là, elle a l'air pas mal pleine, mais je vais la voir tranquillement, un truc à la fois avec vous, puis je vais vous expliquer comment je les ai. Parce que je n'ai pas mis ça en place du jour au lendemain. Ça se fait de façon, je vous dirais, progressive. D'ailleurs, je suis encore en train de bâtir mes trucs, mais ce n'est pas fini. Je suis en constante évolution. Mais avant de commencer, je veux juste vous expliquer qu'au début de l'année, d'ailleurs, ça ne venait pas de moi, hein, c'était une activité que j'avais vue dans un livre. Je peux vous le montrer. C'est ma bibliothécaire qui m'avait envoyé ce manuel-là qui s'appelle La littérature jeunesse pour des apprentissages multidisciplinaires. Et ce livre-là, ce qu'il fait, c'est qu'il montre comment on peut prendre un album jeunesse et travailler des maths avec. Et un des premiers albums que je travaille avec mes élèves, c'est Ninon s'inquiète. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard de cet album-là, mais dedans, justement, on voit, c'est quoi des mathématiques? Parce que la petite fille, dans son inquiétude, elle s'inquiète parce qu'elle s'en va à l'école, puis là, elle n'est pas trop ça va être bonne en maths et tout ça. Mais on fait la réflexion, mais c'est quoi des mathématiques? C'est où qu'on fait ça? Puis à quoi ça sert de faire des mathématiques? Et ça a été super intéressant, parce que quand j'ai demandé à mes élèves, c'est quoi des mathématiques pour vous? C'était une petite déception. Ils m'ont dit, c'est le cahier Nougat. C'était le cahier de mathématiques qu'ils avaient en première année. Donc, pour eux, c'est ça des mathématiques. C'est un cahier. Et là, je me disais, OK, OK, on part de loin. Puis là, faites-vous des mathématiques des fois à la maison? Oui, parce que des fois, ils amènent leur cahier Nougat à la maison. OK, mais à part Nougat, j'aime bien Nougat, mais on va le mettre de côté. Faites-vous des mathématiques à la maison? Ben non. OK. Puis là, vos parents, ils en font-ils des mathématiques? Non. Parce qu'ils n'ont Excuse-moi, pas de cahier Caroline. Nougat. Oui. On me demande à quel niveau tu enseignes. Moi, je suis en 2e année. OK. Et est-ce que c'est possible de mettre le titre du livre en référence, s'il vous plaît? Et je ne l'ai pas noté, alors désolée. Non, il Il n'y a pas sera de problème. probablement mis dans la ressource qui va être mise en ligne.
Oui, ben, en fait, si vous voulez, je peux même partager ma bibliographie parce que j'ai vraiment une bibliographie toute montée, tel livre travaille telle notion. Ça, c'est peut-être plus pour les petits. Puis je mettrai l'autre aussi. Je mettrai l'autre, la littérature jeunesse. Mais je vais vous en parler des livres après. Alors, ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, là, je me dis, OK, l'enfant, lui, tout ce qui se passe, c'est que les mathématiques, on fait juste ça dans le cahier de maths, finalement. Mais là, on s'est rendu compte, on a fait comme une petite enquête, tu sais, demander aux parents, vous autres, faites-vous des maths? Puis quand est-ce que vous faites des maths? Tout ça. Mais là, on s'est rendu compte que des maths, on en fait vraiment beaucoup. Puis dans des petits gestes de tous les jours, comme par exemple, quand je veux faire réchauffer au micro-ondes mon plat, ben, tu sais, il faut que je sache que, bon, ça va prendre à peu près 1 minute 30, donc je vais mettre la minuterie. Mais des mathématiques, c'est partout. Quand je m'en vais à l'épicerie, quand je paye mon épicerie, je vais mettre de l'essence. Et là, les enfants se sont rendus compte que finalement, on fait vraiment des maths, mais partout, tout le temps, puis dans la vie, dans la vraie vie. Puis que les mathématiques, c'est pas juste dans un cahier. Donc ça, moi, je trouvais que c'était tellement important de faire ça dès le départ, mais comme je vous ai dit, c'est pas mon idée à moi, là, c'était tout suggéré dans le livre, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée, puis je voulais vous la partager. Ensuite, j'explique à mes élèves qu'ils sont des mathématiciens et des mathématiciennes. Et ça, cette idée-là m'est venue un peu, j'ai comme un peu fait du transfert parce que moi, je fais les ateliers d'écriture, puis dans les ateliers d'écriture, on propose toujours de dire aux enfants qu'ils sont des auteurs. Donc, j'ai fait la même chose en mathématiques. J'ai dit, là, vous êtes des mathématiciens et des mathématiciennes. Puis là, je me suis mis une petite note en bas que c'est peut-être l'occasion justement de leur présenter des mathématiciens et des mathématiciennes célèbres. Je ne l'ai pas fait. Je le fais de temps en temps. J'en leur en ai présenté un ou deux, mais tu sais, je trouverais ça intéressant. D'ailleurs, il y a des livres à ce sujet-là pour enfants, pour présenter comme j'en ai un, moi, sur celui qui a inventé les diagrammes. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai le livre. Fait que je me dis, à un moment donné, quand je vais avoir le temps, je vais pouvoir leur présenter. Et là, ben, les mathématiciens et les mathématiciennes, ils utilisent un langage mathématique. Par exemple, et là, moi, je leur parle vraiment comme ça. Je leur parle vraiment, je vais dire, ben là, comment on va faire pour traduire en langage mathématique une phrase qui a été écrite en français? Par exemple, mon père a fait 24 muffins, on en mange 11, combien en reste-t-il? Ben, en mathématiques, parce que les mathématiciens, eux autres, ils parlent avec des symboles, des chiffres, des nombres. Donc, eux autres, ils vont écrire 24 moins 11 égale, puis on trouvera la réponse, parce que la réponse n'est pas nécessairement importante, mais c'est vraiment d'être capable de pouvoir écrire ce qu'on appelle, nous, la phrase mathématique. Puis souvent, je fais exprès, je fais assemblant, je dis, écoutez, les mathématiciens, eux autres, là, ils aiment ça quand c'est court, c'est simple. C'est même trop long d'écrire ça. Mon père a fait 24 muffins. En mathématiques, ils écrivent 24. Et là, on fait ça comme ça. Et je vous dirais que ça aide énormément les élèves, justement, quand ils sont devant un problème, de pouvoir aller écrire leurs phrases mathématiques. Puis pas juste, parce que souvent, surtout les plus petits, ils voient des nombres aussi. Puis là, bon, OK, je vois un chiffre, je vais mettre le chiffre, bon, je vais mettre un plus ou je vais mettre un moins, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un ou l'autre. Fait que, tu sais, j'ai une chance sur deux de l'avoir. Mais là, non, pas ça. C'est que là, il faut réfléchir, dire, ben, si on en mange 11, est-ce qu'on va en avoir 11 de moins ou on va en avoir 11 de plus? Et c'est tout de faire la réflexion derrière comment je vais faire pour aller écrire ma phrase mathématique. Puis moi, je le vois, en tout cas, j'ai des élèves, des fois, qui sont vraiment bloqués. Puis là, des fois, je leur fais juste leur dire, ben, qu'est-ce que tu as compris? Ben, là, il me dit, ben, j'ai compris que le père avait fait 24 muffins. Ah, OK, ça. Ben, j'ai dit, là, tu viens de me dire une phrase en français. Mais comment qu'on va l'écrire en mathématiques, cette phrase-là? Puis là, vraiment, là, ils arrivent, puis ils mettent voyons, les nombres et les symboles. Donc, je trouve que ça, c'est très aidant de parler du langage mathématique. Et là, je me suis mis une petite note pour l'enseignante. Alors, c'est super important d'utiliser le bon langage. Et là, je me suis mis une note, ne pas tomber dans les trucs ou pièges. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à un atelier, à un congrès de la KEP qui s'appelait justement, je pense que le titre c'était Trucs ou astuces, trucs ou pièges mathématiques. Et écoutez, ça a duré 1 heure. Pendant 1 heure de temps, cette madame-là nous a présenté tous les trucs que les profs, puis les bons profs, qu'on voudrait donc aider nos élèves, qu'on montre des trucs mathématiques à nos élèves, mais que finalement,
Ça se retourne contre eux, ce sont des pièges. Là, je vous en nomme juste un, parce qu'elle a parlé pendant 1 heure, mais ça serait super intéressant de faire un format prof à ce sujet-là. Mais elle parlait donc des symboles plus grands, plus petits ou égales. D'arrêter de dire la bouche de crocodile. Parce que là, l'enfant, il dit, ben, c'est par là que ça va. Mais c'est parce qu'à un moment donné, bon, c'est bon, si c'est marqué 3, 5, c'est sûr qu'on met la bouche de crocodile vers le 5 parce qu'il va y en avoir plus de ce côté-là. Puis bon, là, il y en a qui parlent du bec d'oiseau, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est pas ça qu'on doit faire, c'est qu'on doit dire, non, ça, c'est le symbole plus grand que. Donc, puis la phrase, quand on la lit en français, c'est 3 est plus grand que 5. Parce qu'à un moment donné, quand ils arrivent plus vieux, c'est marqué X plus 2, es-tu plus grand, plus petit ou égal à 5? Là, elle va aller de quel côté, la bouche du crocodile? Là? Parce qu'on a un inconnu, là, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment montrer les bons symboles. Puis c'est très, très important. Mais là, écoutez, je vous en nomme un piège parmi tant d'autres, mais c'est juste pour vous dire de faire attention à ça, puis de vraiment utiliser les bons termes avec les élèves. Ensuite, moi, mes mathématiciens et mathématiciennes en classe, ben, ils utilisent du matériel de manipulation. Donc, je leur ai construit en fait, c'est mon super collègue Carl qui nous a fait ça il y a 1 année. Il est allé chez Dollarama, il nous a acheté des étuis à 1 $ et on s'est bâti un étui de manipulation. Là, je vous montre c'est ma petite Léonie qui a bien voulu montrer son étui. Donc, en général, les élèves, ce qu'ils ont dans ça, bon, ils ont du matériel multibase, donc des dizaines, des unités, des centaines. Ils ont des petites réglettes pour faire les mesures. Ils ont des jetons pour compter. Un paquet de cartes. J'allais dire, c'est pas pour jouer aux cartes, mais c'est pour jouer aux cartes, mais cartes mathématiques, on va dire quand même. Je vais vous montrer tout à l'heure comment. Un chiffrier. Là, elle ne l'a pas sorti, mais normalement, elle a aussi une ficelle qui mesure 1 mètre et j'ai mis des coches avec un crayon permanent, des petites coches à tous les décimètres. Donc, ça aide pour pouvoir aller mesurer des trucs. Et j'ai aussi un tableau blanc effaçable. Donc, moi, j'ai apporté le mien ici. Regardez, ça se vend au magasin à 1 $. C'est un tableau blanc effaçable. Donc, ils s'achètent, les élèves, avec ça, un crayon effaçable. Et on travaille énormément là-dessus. Donc, on l'utilise, nous autres, quotidiennement, je vous dirais, en classe. Alors, je vais juste baisser, je ne voyais pas le titre. Ah oui, la méthodologie et les stratégies. Et quand au début, j'arrive avec ce mot-là, méthodologie ou méthodique, là, les élèves sont comme quoi? Et là, je dis, quel mot de base vous entendez là-dedans? Ben, méthode. Et c'est tellement important d'utiliser des méthodes, d'être stratégique, pour être plus efficace. Donc, c'est ce qu'on voit moi, c'est ce que je vois en tout cas avec mes élèves. Parce que des fois, je leur dis, ben, OK, ta démarche, elle est bien, mais c'est peut-être pas la plus méthodique, la plus organisée ou la plus efficace. Et là, on montre d'autres stratégies qui vont être plus efficaces. Ça, là-dessus, je vais revenir avec vous un petit peu plus loin. Finalement, les mathématiciens, moi, je vois ça avec mes élèves. Premièrement, ils utilisent leur matériel de manipulation. Même les grands mathématiciens, ils ont des outils, puis ils utilisent. Ce pas les mêmes outils que nous autres en 2e année, mais quand même. Ils font des dessins. Donc, des fois, quand tu es mal pris, moi, je dis à mon élève, ben, fais un dessin. Puis après ça, tu pourras aller écrire ton calcul. Donc, ça, c'est une première chose. Ils utilisent des méthodes différentes pour trouver le résultat. Ça, c'est ce que je leur dis souvent en mathématiques. C'est ça qui est le fun. Ça ne veut pas dire qu'on va tous prendre la même méthode pour arriver au même résultat. C'est ça qui est merveilleux en mathématiques. C'est qu'on peut trouver différentes façons de résoudre un même problème. Puis on va en discuter ensemble après. Ils réfléchissent. Et moi, je parle beaucoup à mes élèves de la petite voix intérieure, de la voix qu'ils ont à l'intérieur, de dire OK, bon, j'ai compris que. Et là, de redire qu'est-ce qu'ils ont compris. Puis là, je pense que je dois. Ben, qu'est-ce que tu penses que tu dois faire? De se parler à l'intérieur. Bon, quand ils sont en équipe, bien sûr, ils se parlent à deux. Mais sinon, quand ils sont tout seuls devant un problème, ben, c'est la petite voix intérieure qu'il faut qu'ils utilisent. Je leur dis aussi qu'ils ont le droit de se tromper puis de faire des erreurs. Puis, tu sais, là, on a le meilleur exemple, c'est les scientifiques qui ont trouvé le vaccin pour la COVID. Une chance qu'au premier essai, ils n'ont pas dit « Oh non, je me suis trompé, moi j'arrête ça là », parce que sinon, on n'aurait pas de vaccin aujourd'hui.
Puis là, moi, je leur dis, hey, c'est extraordinaire, ils l'ont trouvé en 1 an. On s'attendait au début à, ils disaient 2, 3 ans avant de trouver un vaccin. Ça veut dire qu'ils ont travaillé très fort, puis ils ont dû se tromper plusieurs fois. Puis une chance qu'ils n'ont pas abandonné. Puis ça, c'est mon dernier point, qu'on continue de chercher malgré les erreurs. Ça vient vraiment pour la persévérance. Parce que des fois, les élèves, là, je vais juste revenir, mais ils pensent que parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse, ben, c'est comme si tout était pas bien. Mais en même temps, des fois, c'est juste parce que peut-être tu n'étais pas bien organisé, puis regarde, ta petite bille n'est pas bien placée, tu l'as oublié de la compter, ou peut-être que tu n'as pas bien pris la donnée en haut. Mais c'est d'aller voir, de le dire à l'élève, c'est quoi que tu dois travailler toi? Toi, tel élève, tu dois placer mieux tes billes. Là, tu vois, ils sont pas bien organisés, puis souvent, tu en oublies une à côté. Toi, il faudrait que tu revérifies si tu as bien pris les nombres qui sont marqués dans le calcul. Donc, c'est vraiment important de dire à l'élève, faire des rétroactions, hein, leur dire qu'est-ce que tu dois travailler, c'est quoi ton défi personnel. Puis même moi, des fois, dans Caroline, les causeries, je dis même à l'élève, qu'est-ce que tu dois améliorer, tu penses? Qu'est-ce que tu dois... Et ils le verbalisent eux-mêmes. Oui, Sylvia. j'ai Annie Lévesque qui écrit: un jeu est chouette pour cela, Caroline. Oui. Donnez la réponse et demandez aux élèves de trouver la meilleure démarche pour y arriver ensemble. Wow. Je prends des notes, hein? On va avoir l'enregistrement du chat aussi, Parfait. Caroline. À la fin, d'ailleurs, moi, je partage mes trucs à moi, mais à la fin, là, gardez vos idées parce qu'à la fin, je vous demande, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres idées que les miennes, puis ça va bonifier mes trucs. Ah, là, je l'ai mis en premier. C'est mon coup de cœur. C'est comment utiliser la littérature jeunesse pour aborder les mathématiques. Et ça, écoutez, là, je vais pas le. Aujourd'hui, je vais vous en présenter juste une petite affaire, mais il y a un format prof à ce sujet-là. Là, la seule affaire, c'est que je me souviens plus, parce que je sais que je l'ai animé pour la MLF, mais je suis pas sûre que je l'ai animé avec École en réseau. Si c'est pas le cas, je vais l'offrir à École en réseau. Donc, c'est vraiment un webinaire qui dure 1 heure où je montre comment faire pour utiliser la littérature jeunesse pour aborder les mathématiques. Et là, je me suis mis une petite note pour vous dire qu'il y a 2 types de livres. Il y a des livres qui sont mathématiques, on le sait. Comme par exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec ma copine de Montréal, Isabelle Gagné, 365 pingouins. Là, celui-ci, on le sait là, que ça va être des mathématiques parce que, tu sais, d'abord le titre, après ça, dedans, il nous demande de faire un calcul parce que bon, dans l'histoire, c'est qu'il y a une famille qui reçoit chaque jour un pingouin. Donc, après le mois de janvier, 31 pingouins. Après le mois de février, 28 pingouins. Combien qui ont de pingouins à la fin du mois de février? Et là, on fait le calcul, 31 plus 28. Puis bon, fait que c'est un livre là, que c'est évident. On sait qu'on va travailler des mathématiques avec ça. Personnellement, ben, j'aime beaucoup ce genre de livres-là, mais ceux que j'adore, c'est les autres. C'est les livres qui, à la base, ne sont pas mathématiques. On dirait qu'on ne le voit pas venir qu'on va faire des maths avec. Par exemple, j'ai les 3 qui sont là, c'est 3 petits coups de cœur, mais j'en ai d'autres. Il y a Faites la queue, l'autobus, Augustine. Donc, c'est vraiment des histoires on dirait qu'il n'y a pas de mathématiques dedans, mais il y en a, ils sont cachés. Fait que là, c'est vraiment de les aborder avec les élèves. Je vous donne l'exemple, juste l'autobus que j'ai travaillé avec Sophie Renée Vaugeois. Celui-là, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'en va chez sa grand-mère. Donc, c'est un petit peu comme un genre de chaperon rouge, on va dire, actuel. Puis là, elle monte dans l'autobus, mais il y a toujours des gens qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et là, à la fin, ce qu'on fait, puis en plus, c'est un super livre. C'est un livre format à l'italienne, donc ça veut dire pas très haut, mais très, très large. Et là, on regarde les doubles pages et là, on compare. Donc, on dit, donc, s'il y a 3 passagers ici, il y en a 5 là. Donc, on va dire à gauche, il y a 2 passagers de plus qu'à droite. Donc, on a beaucoup travaillé le de plus et le de moins ou le autant. Après ça, on s'est amusé, on a fait un plan de la ville et là, on disait, OK, faites le trajet avec des flèches directionnelles. En tout cas, on a travaillé sur ce livre-là moi, je l'ai exploité, je pense, pendant 2 semaines de temps. C'est juste pour vous dire comment il était riche en activités. Caroline, j'ai une série de questions là, pour les livres. Je vais commencer, je vais remonter dans le clavardage. Marie-Claude demande: j'imagine que ces livres sont davantage pour les petits. Et la question suivante, puis tu vas pouvoir faire une réponse, c'est comment exploiter avec les plus vieux 3e cycle?
Ben, en fait, là, je pense qu'il faut faire des recherches parce qu'il y a des gens qui, heureusement pour nous, qui partagent beaucoup, beaucoup de trucs. Moi, personnellement, une de mes grandes sources d'inspiration pour la littérature jeunesse, c'est la revue Le Pollen. Ça, c'est une qui est publiée par, je pense, l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, elle paraît 4 fois par année. Puis dedans, il y a des réseaux littéraires pour tous les cycles. Donc, premier, deuxième, troisième cycle du primaire. Et c'est sûr que là-dedans, comme l'a fait la queue, c'est là que je l'ai découvert. C'est là qu'elles en parlaient, les filles du pollen, où elles disaient qu'on pouvait exploiter, c'était l'ordre croissant, mais c'était le truc pour faire la différence entre un numéro, un ordre, un nombre. Mais tout ça, c'était tout écrit dans le pollen. Donc, moi, j'avais juste à apprendre le livre, monter l'activité. Faites des recherches sur Internet, écrivez littérature jeunesse, mathématiques, puis peut-être votre niveau. Moi, des fois, il y a des gens en France, souvent, je vais chercher, je mets le nom de l'album, je mets CE1 à côté. Fait que je sais que c'est pour deuxième année. Fait que, il y a tellement de monde qui partage tellement de trucs. Je ne peux pas croire que les deuxième ou troisième cycles ne pourront pas trouver quelque chose. C'est sûr qu'au début, je vous dirais que je me fiais beaucoup à ces gens-là. Puis tranquillement, ben, à force d'en faire, ben là, des fois, j'ai vu des livres dans ma bibliothèque et je me suis dit, bon, je prends ce livre-là, je l'aime. Qu'est-ce que je pourrais faire de mathématiques avec? Donc, c'est d'essayer de voir, puis essayer de vous faire accompagner par vos CP mathématiques. Ils sont vraiment là pour vous, ils sont là pour travailler avec vous. Ils ont souvent des super bonnes idées. Donc, c'est vraiment important de se réseauter. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard aussi. De ne pas rester toute seule, parce que moi, toute seule, oui, je suis capable de bâtir des choses, mais à deux, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça. Là, moi, je vais vous partager ma bibliographie, mais je suis certaine qu'il y a des livres proposés pour les plus vieux qui pourraient être super intéressants pour justement aborder les mathématiques. Je pense, entre autres, ben, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais je pense aux probabilités et aux statistiques. Là, avec les plus vieux, un livre sur le hockey. Ça pourrait être très gagnant avec les garçons, d'aller chercher les statistiques des joueurs de hockey, de faire des graphiques avec ça. Là, je lance une idée comme ça qui vient de me popper dans la tête, là. Mais c'est juste pour vous dire, vous pouvez avoir un album qui parle du hockey, puis après ça, vous apportez peut-être un article de journal avec les statistiques des joueurs de la semaine, puis là, ben, il faut qu'ils travaillent avec ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le livre est juste là pour faire une amorce, pour lancer. Voilà. Et là, je vais passer rapidement. Je vois qu'il est déjà 11h33, puis je vais juste commencer. Alors, Ninon s'inquiète. Je vous montre juste vite, vite, vite comment moi j'ai fait ça. C'est l'histoire d'une petite fille qui elle s'en va à son premier jour d'école, elle est sur le gros nerf, puis comme tout le monde, la veille, elle fait le rêve qu'elle arrive à l'école pas habillée. Donc, là, on lui fait des vêtements. Fait que moi, j'avais donné 5 petits cartons à mes élèves. J'ai dit, bon, j'ai mis un petit chronomètre. J'ai dit, je vous donne 4 minutes, dessinez-lui 2 hauts puis 3 bas. Ensuite, je demandais à mes élèves, ben, combien d'ensemble vous êtes capables de faire? Et là, le réflexe a été, ben, 2. Hein? Puis là, il y avait comme une paire de leggings de trop. Puis quelqu'un a dit, non, moi, je peux en faire 3. Ah, moi, je peux en faire 4, 5, 6. Ah, 6! Et là, je leur dis, effectivement, on peut faire 6 ensembles différents. Et là, il y en a qui ne comprennent pas. Là, ils sont comme, ah, mais non, j'ai juste 2 chandails. Je n'ai pas 6 chandails. Puis, et là, on se pose la question, comment tu pourrais faire pour faire? Il y en a vraiment 6, là, je te le dis. Comment tu pourrais faire? Puis là, je leur dis, tu peux, la blouse, là, tu peux la mettre avec un pantalon, mais tu pourrais la mettre avec la jupe aussi. Puis là, je les vois, ils sont là, puis ils manipulent leurs petits vêtements. Et là, on finit par découvrir comment faire pour faire les 6 ensemble. Puis après ça, ben moi, ça suit toujours une discussion. Après ça, la discussion est tellement importante après. Parce que là, les mathématiciens et mathématiciennes experts, là, c'est quoi la stratégie que vous avez utilisée? Puis là, ils disent, ben, j'ai pris la blouse, là, puis là, je l'ai mis avec la culotte. 1. Après ça, je l'ai mis avec la jupe. 2. Après ça, je l'ai mis avec le legging. 3. Après ça, j'ai pris mon T-shirt. Puis là, ben, ils expliquent dans leurs mots d'enfant. Puis ça, c'est encore mieux parce qu'après ça, on peut faire des rappels. On peut leur dire, hey, souvenez-vous, la dernière fois, là, Abigail nous avait montré telle stratégie. Là, ils regardent Abby, puis ah oui, c'est vrai. Ça vient connecter avec quelque chose de concret. Puis c'est comme, c'est un des leurs qui l'a trouvé, la meilleure stratégie. C'est encore mieux que si moi, je leur avais donné. Donc, c'est juste pour vous montrer. Puis après ça, ben, moi, j'apporte. Là, je vais leur montrer les lignes d'association. Voyez-vous, là, sans leur dire, je viens de mettre la table pour les multiplications. Mais là, ça, j'en parle pas tout de suite. Je vais juste semer ma graine. Non? Puis là, ça se passe au mois de à peu près octobre.
Et je vais apporter les multiplications plus au mois d'avril. Mais je vous le dis, l'année passée, ça a été incroyable, même pendant le confinement. Quand j'ai apporté les multiplications, il y en a un qui a ouvert son micro et dit: «Mais ça, c'est comme quand on a fait le linge de Ninon, hein?» Et voilà. Et ça faisait des mois, là, je n'avais pas fait de retour là-dessus. Mais voyez-vous, la graine avait été semée, puis c'est ça. Elle avait germé dans l'esprit de mes mathématiciens. Je continue. Alors moi, j'ai découvert il y a quelques années la magie des maths. Alors ça, c'est un site web qui est super intéressant. Je vais vous donner le lien après. C'est un site web ici qui répertorie plein d'activités, des énigmes, des défis. Il y a même des tours de magie. Et là, c'est là, je vous parlais, en tout cas, entre autres, moi, ben là, on fait des recherches par niveau. Et moi, j'avais trouvé ici un petit tour de magie pour apprendre, comment on appelle ça, dans les voyons, répertoires mémorisés, qu'est-ce qui faisait 10. Donc, les enfants, vers leur petit jeu de cartes, posent des cartes et là, ils éliminent toujours 2 cartes qui font 10, mais sans dire un mot. Ils ne disent pas bien sûr à l'autre personne. Ils disent à l'autre personne: «Choisis une carte au hasard.» La personne choisit: «Tu ne me la montres pas.» Et là, l'élève commence, puis à la fin, il dit: «Moi, je sais que ta carte, c'est un 2.» Et là, c'est sûr que l'autre, de l'autre côté, est estomaqué, il ne comprend pas comment il a fait. Et là, on le refait plusieurs fois, mais au début, je ne le dis pas aux élèves, hein, qu'est-ce qu'il fait. Je montre à la webcam le tour, puis je dis: «OK, qui pense, qui sait c'est quoi la carte?» Puis là, à un moment donné, à force de regarder, il y en a qui comprennent. Puis là, ça s'en vient. Puis là, à un moment donné, à la fin, bon, tout le monde a compris que c'est parce qu'on enlevait toujours les paires qui faisaient 10, comme 2, 5, on les élimine. 2, 6 et 4, on l'élimine. Fait qu'après, s'il nous reste un 3, ben, on sait que la carte qui est à l'autre bord, c'est un 7. Mais on joue. Après ça, les enfants apportent leur jeu de cartes à la maison, le font parents. Mais je peux vous dire que moi, mes élèves, ils savent qu'est-ce qui fait 10. Et c'est ancré, c'est là, puis ça va être bien. Et ce tour de magie-là peut être utilisé aussi pour les multiplications. C'est sûr qu'il faut prendre des multiplications comme on pourrait prendre qu'est-ce qui fait les multiples de 12, les multiples de 24. Là, on pose les cartes devant nous. Donc, tout ça, j'ai découvert ça ici, mais regardez, il y en a vraiment plusieurs, là. Donc, vous faites la recherche, vous pouvez filtrer par cycle ou par sujet. Tout est là. Il y a des énigmes mathématiques. Il y a même des défis. Moi, l'année passée, j'avais fait celui c'était sur l'Égypte. Donc, c'était comme genre 5 quêtes à faire. C'était vraiment le fun et super amusant pour les élèves. Mes élèves ont vraiment, vraiment adoré tout ça. Donc, ça, c'était à aller découvrir. Ensuite, c'est sûr que moi, pour ceux qui me connaissent, je suis très smart notebook. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'activités avec mes élèves. Donc, je monte mes leçons là-dedans où je mets mes notions, mon vocabulaire, des vidéos, des liens. Je vous en ai juste sorti quelques-unes ici que j'ai fait, comme par exemple, bon, ici, c'était la géométrie, fait que j'avais ce livre-là que je lisais aux élèves. Après ça, bon, c'était un petit jeu. On cherche dans la classe des objets qui ont la forme d'un. Puis là, je cliquais sur le générateur d'un cercle. Les élèves partaient chercher un cercle. Après ça, on continuait. Ensuite, voyez-vous, je leur présente Euclide, un mathématicien qui a travaillé pour les informations de la géométrie. Je leur donne le vocabulaire. Ah, ça, c'est une petite vidéo qu'on a regardée ensemble. Puis après ça, on fait des petites activités. Ça, c'est les notions, mais je vais les passer rapidement. Mais après ça, juste pour vous montrer qu'à la fin, ben, j'ai des activités qu'on fait soit en grand groupe ou on peut les faire aussi dans la classe lab. La classe lab, c'est un peu comme la version web de Notebook. Donc, les élèves ont leur tablette ou leur petit portable. Puis là, ils placent ici les objets qui sont des lignes brisées. Puis voyez-vous, si jamais ils se trompent, ben, ça va rebondir. Donc, ça donne une petite rétroaction immédiate. Donc, c'est des petits jeux comme ça qu'on fait. Des fois, on les fait en grand groupe. Donc, il y a un élève à la fois qui vient au tableau, mais souvent, on les fait avec les portables. Regardez ici, on peut aller chercher des élèves. D'ailleurs, j'ai 10 élèves qui ne sont pas déconnectés la semaine dernière, il faut croire. Et voilà. Donc, je leur prépare des petites activités de même. Des fois, on fait des activités en grand groupe, dont celle-ci qu'on a faite à la Saint-Valentin. Les élèves lançaient une balle au tableau, puis quand ils touchent une cible, bon, ils ont leur point. Ils avaient droit à 3 cibles, donc on notait les calculs. Puis ça permettait vraiment de travailler le calcul mental. Regardez, on voyait ici la stratégie. On l'appelle la stratégie «je sais que». Fait que là, l'élève ici, même au début, on avait 5 balles, mais je me suis rendu compte que c'était trop long. Là. J'ai réduit ça à 3 balles cette année. Donc, on commence par dire, je sais que 0, ça ne vaut rien, donc je barre les zéros. Après ça, je sais que 100 et 100, ça va faire 200. Puis après ça, je descends mon 25. Mais après ça, c'est facile. 200 plus 25, on l'entend, 225. Et je vous dirais que vraiment, là, les élèves, là, d'un calcul à l'autre, parce qu'à chaque fois que l'élève vient au tableau,
les autres élèves sont quand même en action parce qu'ils ont une feuille et ils doivent écrire les calculs de tout le monde et les calculer. Donc, ça a vraiment aidé beaucoup les élèves à s'améliorer pour les calculs. Puis, il me semble que j'en avais mis une petite dernière. Ah, bon, non, c'est ça. C'est un petit jeu de numération qu'on avait fait à l'Halloween. Bon, c'est la même chose. C'est des petits jeux qu'on fait, voyons, au tableau ou encore individuellement. Mais ici, j'en avais fait un, ça fait penser, vous savez, les cartes qu'on dit G et tu as telle affaire, comme le début est ici. Donc, c'est un calcul. Et là, je ne peux pas le faire, j'ai comme le truc de. OK, bon, voilà. Donc, 10 plus 10 plus 10, ça fait 36. Là, je vais à 36. Là, il y a un autre calcul. Et là, je continue comme ça jusqu'à temps que j'arrive à la fin. Vous voyez le principe? Super. Ensuite de ça, bon, ça, c'est juste un autre exemple. Moi, j'utilise, surtout au début de l'année, je fais le nombre du jour avec eux. Donc, les autres, ils ont comme leur petit tableau comme ça, mais moi, je le fais au tableau. Donc, je mets un nombre du jour, on vient écrire le nombre avant, le nombre après. On déplace la petite flèche sur la droite numérique. Après ça, on complète par bond de 10 et on représente aussi comme ça le nombre du jour à l'aide du matériel de manipulation. Oui. Caroline, une petite interruption. Alors, bon, je dois remonter. On me dit, wow, quel beau document notebook. Ce serait vraiment super de les avoir pour une enseignante nouvellement Ah! arrivée en deuxième année. Il faut Et écouter jusqu'à la fin. Je vous réserve une petite surprise. excellent, parce que ça se poursuit avec est-ce que tes activités sont partagées à tous ou seulement avec tes collègues? Et puis, comment choisis-tu ton nombre du jour et comment fais-tu tes activités? Combien de temps pour monter chaque activité? Alors, je pense que c'est la question notebook Hey, du écoutez, moment. combien de temps? Je ne calcule jamais mon temps parce que là, sinon, non. Mais bon, cette activité-là, c'est moi qui choisis le nombre du jour parce que regardez, ma droite numérique, c'est par bond de 50. Donc, c'était moi qui choisissais. Mais des fois, j'utilise des dés, des fois, j'utilise un tourniquet. Tu sais, j'ai plusieurs façons. Les activités, je les partage, je vous dirais, j'en partage beaucoup, beaucoup sur Smart Exchange ou encore sur le coin des profs Smart. Je vais vous montrer à la fin l'adresse. Mais on prend de la vitesse, hein, comme une page comme celle-ci. Peut-être qu'au début, il m'aurait pris peut-être 45 minutes, mais là, peut-être que là, maintenant, ça me prend plus comme genre 20 minutes, peut-être. Donc, à force d'en travailler, on s'améliore, on prend de la vitesse. Donc, je fais au début d'année beaucoup nombre du jour. Après ça, j'ai instauré un petit peu avant Noël le problème du jour, parce que je me suis rendu compte que j'avais comme un petit cahier de résolution de problèmes. Puis quand on arrive pour le sortir, je n'ai pas fait cette année de cahier. Non seulement j'ai lâché mon cahier d'activité des maisons d'édition, mais je vous dirais que j'imprime de moins en moins. J'imprime vraiment pas beaucoup de PDF. Mais l'année passée, j'avais un genre de document PDF que j'avais imprimé de problème du jour. Puis quand on arrivait pour le sortir, ça faisait comme ah, OK, on va aller faire un problème, des problèmes écrits. C'était comme blah. Alors là, j'ai instauré cette année le problème du jour. Et donc, je propose vraiment des problèmes variés de toutes les sortes. Ce n'est pas juste des additions, des soustractions. Des fois, c'est des suites logiques. Des fois, en tout cas, j'essaie de varier ce que je leur présente. Des fois, j'en prends dans un pas à la fois. Donc, c'est comme un guide, mais pas tout le temps. Des fois, j'en prends aussi qui sont proposés par du monde sur Facebook. Heureusement, il y a vraiment du monde qui a des super bonnes idées. Puis des fois aussi dans ma tête, j'en ai. J'ai des idées qui sont données, je vous dirais, puis inspirées de mes élèves. Puis des fois, c'est les élèves aussi qui font les problèmes du jour. Donc, des fois, je leur donne cette mission-là. Je leur donne un thème ou quelque chose, ou même une image, parce que je vais les voir après, je travaille maths en images, et je leur demande de m'écrire un problème avec ça. Puis ils sont vraiment bons. Vraiment, là. Puis, ce qui est important, toujours d'avoir la causerie après le problème du jour. Comment vous avez fait pour trouver? Qu'est-ce que vous avez utilisé? C'est quoi votre stratégie? C'est très important, ça. Je me suis mis une petite astuce de prof à ne pas oublier de vous dire. Ah, ben non, ça, c'est un petit truc, là. J'ai commencé dernièrement, je personnalise leurs petits problèmes du jour avec leur prénom. Et là, c'est vraiment, là, ils ont hâte. Puis là, je leur dis de ne pas dire c'est qui la vedette. Mais là, tout le monde regarde la personne. Fait que c'est sûr qu'elle sait avant de recevoir le papier. Ils ne sont pas subtils pantoute. C'est genre, ils reçoivent le papier, puis tout de suite, ils se tournent vers la personne. Mais c'est vraiment drôle. Puis j'essaie de faire des problèmes avec leur goût à eux.
Comme là, j'ai un petit garçon qui est vraiment fasciné par le château de Versailles. Écoutez, j'y ai fait un problème, je ne l'ai pas encore donné, mais j'ai trop hâte. Ça a rapport avec la Galerie des Glaces puis le nombre de miroirs qu'il y a dans la Galerie des Glaces à Versailles. Mais je le sais que quand il va recevoir le problème, il va être content puis il va être emballé. Puis, tu sais, c'est ça, c'est motivant. Puis, c'est pas grand-chose changer le nom d'un enfant puis de mettre le nom d'un élève sur un problème du jour. Le thème suivant, ça a été ma découverte cet automne. Merci à ma copine Sandrine Pasquier qui m'a montré ça parce que je cherchais des images mathématiques pour faire des résolutions de problèmes. Puis elle me dit, va sur Maths en vie. Puis il y a un groupe Facebook Maths en vie. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, il y a Christophe de Maths en vie que j'ai rencontré, super sympathique, et je lui ai demandé de nous faire un format prof à ce sujet-là. Donc, le 16 mars prochain, à midi pour le Québec, et attention, 17 heures en France, parce que le 16 mars, nous allons avoir changé notre heure, mais pas vous autres encore. Donc, ça va être très important. On va avoir un décalage horaire de 5 heures seulement. Donc, Christophe va nous présenter Maths en vie. C'est vraiment un site Internet. Je n'ai même pas eu le temps de tout explorer. Il y a trop de trucs là-dessus, mais c'est vraiment super intéressant. Et c'est là que j'ai été inspirée pour faire les maths en images. Oui, Sylvia, je t'écoute. Merci, Caroline. Gwenaëlle me demande, tu saurais donner quelques exemples de problèmes, la manière dont tu procèdes pour ça et combien de temps ça te prend chaque matin? Instaures-tu ça comme routine? Et je vais continuer dans la même veine. Est-ce qu'ils font tous le même problème ou tu leur en donnes chacun un personnalisé? Mais en fait, là, moi, ce que je fais, j'imprime, donc j'essaie d'avoir un problème par jour, mais j'en fais pas tous les jours. Donc, j'en ai à peu près 4 par semaine, je vous dirais. Puis, mais des fois, il y a des semaines que je ne les fais même pas les 4 parce que je n'ai pas le temps. Fait qu'ils sautent à la semaine suivante. J'ai pas vraiment de routine. Je vous dirais, j'arrive, je dis, OK, on fait le problème du jour, mais c'est, on dirait, surtout depuis que je mets leur nom, mais tu sais, je bâtis ça dans Word, là, puis là, je mets leur petit prénom. Là. Et là, quand arrive le problème du jour, là, il y a comme une petite frivolité, parce qu'ils ont hâte de voir c'est qui la vedette du jour. Mais effectivement, tout le monde fait le même problème en même temps. Puis là, j'ai commencé dernièrement à offrir un extra, parce que là, j'en ai qui terminaient le problème du jour très rapidement, puis j'en ai qui n'arrivaient pas à le terminer. Donc, pour motiver un petit peu mes mathématiciens un petit peu plus experts, ben, je leur offre un extra. Donc, l'extra, puis ça les pique, hein, parce que c'est pas tout le monde qui fait l'extra. C'est correct comme ça. Puis l'extra, ben, il est un petit peu plus dur. Il est pas tout le temps, il n'est pas aussi facile que le problème du jour. Fait que ça leur demande un petit peu plus. Mais c'est bon de relever des défis parce que ça nous garde dans le wow. Parce que sinon, nos bons élèves, si on leur fait toujours faire des choses trop faciles pour eux, ben, ils risquent de tomber dans le bof. Puis si c'est trop dur, ben, ou plus ben, là, motivant, ben là, ils vont tomber dans ce qu'on appelle le burk. Puis ça, le wow, bof, burk, là, ça ne vient pas de moi. C'était un motivateur que j'avais vu il y a quelques années. Puis j'avais trouvé ça tellement bon. Puis c'est vrai, parce qu'on pense souvent à nos élèves faibles, mais on ne pense pas souvent à nos élèves forts. Puis nos élèves forts, ils ont besoin de se faire motiver puis de se faire challenger, de relever des défis. Donc, ça, c'est super important pour eux aussi. Voilà. Mais c'est ça. Fait que je prépare mes petits problèmes du jour à la maison, là, mais comment dire, souvent, ils ne sont pas prêts d'avance. Là, tu sais. Je vais les faire le dimanche soir pour la semaine qui s'en vient. J'imprime ça sur une feuille, après ça, je les découpe, puis eux autres, ils mettent l'énoncé dans leur petit cahier de mathématiques, c'est le cahier Canada, là, puis ils font leur petite démarche en dessous, tout simplement. Maths en images, juste pour revenir à ça, le 16, on va vraiment plus découvrir en profondeur qu'est-ce que c'est maths en vie, dont les maths en images. Mais maths en images, je ne sais pas, je me suis mis un exemple. Oui, voilà, j'avais comme peur sur le coup. C'est que je mets une photo, puis en dessous, ben, je mets des questions mathématiques. Alors ici, c'est avant Noël, j'avais fait des petits bonhommes de pain d'épices. Fait que le premier énoncé, c'était mes fils ont mangé combien de bonhommes en pain d'épices? Et fait que là, il faut qu'il regarde l'image, puis qu'il voit qu'il y a des trous. Puis il se dit, bon, ben, ils en ont mangé un, deux, trois. OK. Puis combien il y avait de bonhommes en pain d'épices en tout avant qu'ils viennent chipper des biscuits? Mais là, c'est super important parce que là, j'ai des élèves qui comptaient un par un, alors qu'il y en a d'autres qui ont vu qu'ils étaient en rangée de 5. Fait qu'ils ont fait 5, 10, 15, 20, 25. Ils ont vu que compter par pont de 5, ben, c'est plus rapide, plus efficace aussi.
Donc, c'est vraiment ça, c'est la causerie mathématique qui a suivi ça. Justement, c'est quoi tu as utilisé comme stratégie pour trouver le nombre de biscuits? Parce qu'il y en a qui ont compté par 2. C'était pas mauvais en soi, mais compter par 5, c'était encore mieux. Donc, voyez-vous, on voit toujours que oui, ta méthode, elle est bonne, elle est correcte, mais il y en a une meilleure, il y en a une plus efficace. Fait que c'est de voir quelle stratégie, quelle méthode va être la plus efficace. Puis je trouve que les maths en images, en tout cas, moi, quand j'en fais en classe, les élèves adorent. Mais là, celle-là, elle est quand même, c'était avant Noël, c'est très basique, je dirais. Mais tu sais, des fois, il y en a qui demandent un petit peu plus de réflexion ou qui demandent vraiment d'aller voir l'image comme il faut pour chercher les indices, parce que les indices ne sont pas toujours mis dans l'énoncé. Donc, ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, là, je vais vous donner le site Maths en vie de Facebook. Il y a beaucoup de choses partagées. Ça, j'adore, et mes élèves aussi. Ça s'appelle Je bouffe mes maths. Le titre ne vient pas de moi. C'est une fille sur Facebook qui avait mis ça. J'ai trouvé ça trop le fun. Donc, c'est des activités mathématiques que je propose à mes élèves avec de la bouffe. Et il y en a un exemple concret, c'était Leslie-Anne Grégoire, que j'adore, que je suis sur le groupe Facebook Les Créations L et E. Elle publie souvent des super activités. Donc, elle proposait d'avoir un petit bonhomme en pain d'épices et de faire un petit tableau. Bon, moi, j'ai poussé ça un petit peu plus loin. Donc là, j'ai dit à mes élèves que je leur ai préparé des bonhommes en pain d'épices, ce qui était vrai. C'est ceux qu'on a vus en photo juste avant. Et là, quel morceau ils vont manger en premier, en deuxième, en troisième? Et après ça, on a combiné les données dans un diagramme à bande. Voyez-vous ici. Le premier, je l'ai fait avec eux. J'ai dit, bon, ben OK, mangez, vous avez le droit de manger une première bouchée. Levez la main, ceux qui ont mangé un bras. Fait que là, on va dire qu'il y en a 8 qui ont mangé un bras. Ben, je levais le petit truc ici jusqu'à 8. Après ça, il y en a combien qui ont mangé la tête? 2. Fait que là, je baissais la tête à 2. Et là, j'ai fait les bandes avec eux comme ça. Mais après ça, pour le deuxième et le troisième, ben là, on mangeait un deuxième morceau et je dis, OK, levez la main, ceux qui ont mangé le bras. OK, vous êtes 5. Et là, les élèves devaient le faire eux-mêmes. Et ça a été fait au mois de décembre. Puis, tu sais, j'ai dit ça comme ça. Ça, c'est un diagramme à bande. Puis là, ben, ça, c'est le titre. Ça, c'est les sous-titres. Puis, tu sais, ben, sans plus. Et on a travaillé le diagramme à bande au début du mois de février. Mais quand je suis arrivée avec la notion mathématique, vraiment purement mathématique, là, je ne faisais pas d'activité, des diagrammes à bande, j'ai juste dit, ben, j'ai même pas dit que c'était un diagramme à bande. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Et tout de suite, il y a un élève qui a levé la main qui a dit, c'est un diagramme à bande. Ah, ouais, wow. J'ai dit, tu connaissais ça, toi? Puis là, j'ai dit, comment ça, tu sais? Et là, ça m'a tellement marqué. J'avais ma petite Ariel qui avait la main levée. Et là, je ne sais pas si vous voyez la caméra, là, mais elle était là avec sa langue. Et là, j'étais comme, oui, Ariel. Elle a dit, les bonhommes en pain d'épices. Voyez-vous comment qu'il faut connecter les élèves? Cette journée-là où on a mangé les bonhommes en pain d'épices, c'était la recette de ma tante Flore, puis ils étaient bons, ça sentait bon dans la classe. Il y en a qui l'ont trempé dans leur berlingot de lait. C'était merveilleux. Mais voyez-vous qu'on a connecté quelque chose d'émotionnel à des mathématiques. Alors moi, je pense que mes élèves, puis là, je n'ai même pas été obligée de montrer comment faire pour dire, ben, il y en a combien qui ont mangé la tête. Ils voyaient tout de suite que c'était 8. Je n'ai même pas eu besoin de vraiment l'enseigner parce qu'on l'a fait avec une activité, puis une activité le fun en plus. Ensuite, j'utilise des jeux d'évasion puis des énigmes mathématiques. Ça, je travaille vraiment ça avec eux, je vous dirais, pour travailler le travail d'équipe, la collaboration. J'insiste beaucoup sur la... Parce que là, le jeu d'évasion, juste pour dire en gros, c'est comme une énigme mathématique, puis tu dois débarrer un cadenas si tu veux pouvoir accéder à la prochaine étape. Ce sont des cadenas, moi, j'en ai pas des vrais, mais j'utilise des cadenas virtuels. Donc, ils doivent venir, disons, sur mon ordinateur, mettre le code qu'ils pensent qui va débarrer le cadenas. Et si oui, ben, ils ont la prochaine énigme. Donc, c'est comme ça. J'insiste beaucoup sur la débrouillardise parce que je ne les aide pas. Quand ils viennent me voir, tout ce que je leur dis, c'est ben, relisez votre consigne, regardez tout ça. Ils ont droit, disons, de venir me voir 3 fois. Fait que là, je dis, perdez pas vos 3 chances à venir me poser telle question, parce que je vais vous dire, allez relire votre énoncé. Fait que, tu sais, avant de venir, commencez par relire votre énoncé. Mais tout ce que je montre là, c'est des choses qu'ils peuvent refaire après en classe quand ils sont devant un problème mathématique. Parce que souvent, ils disent, je ne comprends pas. Mais est-ce que tu as relu ton énoncé? Est-ce que tu t'es parlé dans ta tête et tu dis, OK, je comprends que, je pense que, as-tu essayé quelque chose? Il y a des enfants qui sont vraiment, ils n'ont pas, la débrouillardise n'est pas développée, l'autonomie.
Mais ça se développe. Puis je trouve que dans les jeux d'évasion, ça se travaille vraiment bien. Puis vraiment, les stratégies. Je me suis mis une note, c'est vraiment intéressant parce que chaque binôme a vraiment sa force. Puis le plus fort, là, c'est pas nécessairement lui qu'on pense. Parce que dans les jeux d'évasion, des fois, il faut aller au-delà un petit peu des mathématiques et plus utiliser, je vous dirais, la logique ou en tout cas, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps purement mathématique. Des fois, il faut, comment dire, développer l'esprit critique des élèves. Puis des fois, les élèves très forts en mathématiques sont tellement rigides par rapport, il faut faire un calcul en mathématiques ou il faut faire une. Mais ils sont comme pas capables d'aller au-delà de ça. Puis des fois, c'est pas mes plus forts qui réussissent le jeu d'évasion. Ça va être d'autres élèves. Puis je trouve ça bien parce que des fois, c'est des élèves qui sont un petit peu plus faibles, mais eux autres sont capables de faire abstraction des rigidités mathématiques que c'est peut-être nous, les profs, qu'on a mis avec eux. Dire quand on fait des problèmes, il faut faire ça comme ça, il faut mettre un calcul, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors qu'en mathématiques, on peut, je pense en tout cas qu'on peut le faire autrement. Puis en plus, vu qu'il y a un chronomètre, ben, ça aide vraiment les élèves à gérer leur temps. Puis tout ce que je vois avec eux dans les jeux d'évasion et énigmes mathématiques, parce que moi, je me sens ensemble, là, ben après ça, on le transfère quand on fait des situations. D'ailleurs, je me suis mis une pastille pour les C1. Les C1, ici au Québec, c'est ce qu'on on réfère aux problèmes qui sont plus complexes, qui demandent des fois de faire une, deux, même trois tâches. Là, tu demandes à un enfant de 7 ans de faire un problème avec trois tâches à faire. C'est lourd, c'est dur. Puis juste pour vous dire qu'on a donné des C1 à des adultes de deuxième année et ils ne les ont pas réussi. Et on demande à des enfants de 7-8 ans de faire ça. Mais je trouve qu'en faisant des jeux d'évasion, on les aide tellement. Puis après ça, quand ils arrivent en C1, ben, c'est comme si c'était un jeu d'évasion. Fait qu'il faut qu'ils fassent d'abord la tâche numéro 1. S'ils la réussissent, ils vont pouvoir aller à la tâche numéro 2. S'ils la réussissent, on va pouvoir. Fait que là, c'est vraiment. Ils se rendent compte que, OK, on peut faire ça comme si c'était un jeu d'évasion. Mais là, moi, ce que je me souviens, je me souviendrai toujours de mon petit Damien qui me dit: «Oui, mais là, on n'est pas en équipe, tu sais, on ne pourra pas parler à notre coéquipier.» Je dis: «Ouais, c'est vrai, mais avec qui tu pourrais parler?» Et qui, lui, me répond de ses 7 ans: «Ben, on pourrait se parler dans notre tête.» Voilà, tu as tout compris. Tu peux travailler en équipe avec toi-même. Donc, dans ta tête, dis-toi tout ce que tu dirais à ton copain. Fait que ça peut t'aider à réussir ta C1. Je veux juste dire une dernière chose, je t'entends, Sylvia, là, juste pour vous dire là, que des fois, quand je passais une C1, j'en avais qui pleuraient juste en voyant le document arriver. Puis après, quand j'ai apporté ça comme ça, c'était comme un challenge, puis ils ne voyaient plus la C1 de la même manière. Je t'écoute. J'aurais aimé ça que tu sois mon enseignante de Ah, mathématiques. merci. Caroline, Sandra demande, est-ce que les jeux d'évasion sont faits sur un iPad ou une tablette? Ben, moi, là, pour l'instant, je n'ai plus de tablette, mais il y en avait sur tablette. Mais ça peut être fait sur les portables. Mais moi, des fois, c'est papier. Donc, je mets l'énigme. En fait, des fois, c'est une énigme, c'est une vidéo, des fois, c'est papier. Je leur donne ça. Et tu sais, juste pour vous donner un exemple, là, on donne tellement aux élèves, hein, on passe les feuilles. Et moi, là, c'est rendu que je prépare l'énigme, je la mets sur le coin de mon pupitre, puis je ne le dis même pas, venez chercher la feuille. Il y a des équipes, le chrono, il coule, là. Puis il y a des équipes que ça leur prend 2 minutes avant de venir chercher la feuille. Mais c'est sûr qu'à la fin, quand on a la discussion, je le dis, moi, j'ai vu des équipes, ça a été 2 minutes avant de venir chercher l'énigme. Alors que d'autres équipes ont été très efficaces. Des fois, ils viennent à deux chercher la feuille. Moi, j'ai vu, là, je relève ceux qui ont bien travaillé. Je dis, ah, telle équipe, j'ai vu que tel élève est venu chercher la feuille, l'autre élève est parti chercher ses crayons de couleur. Ils n'ont pas perdu de temps. Parce que dans nos trucs, il y a gérer son temps, pas perdre son temps. Mais ça, je vois tout ça avec eux avant de faire. Je ne fais pas un jeu d'évasion comme ça dans le néant, là. Je les prépare d'avance. Si ça vous intéresse, dans les liens, je vais vous mettre le super. Moi, c'est ça qui m'a comme émerveillée sur les jeux d'évasion. C'est un webinaire animé par Sonia Fizet sur les jeux d'évasion. C'est sûr qu'elle m'a donné le goût d'en faire. C'était une super formatrice. Les causeries mathématiques, j'en ai déjà parlé. C'est super important d'avoir des discussions en grand groupe après avoir fait un problème pour voir c'est quoi les stratégies qui ont été utilisées, qu'est-ce qu'on aurait pu faire la prochaine fois. Je vous mets 2 liens. Il y a des trucs qui sont super faits à la commission scolaire, le centre de services scolaires de Montréal. Il y a même une super vidéo là-dessus. Vous pourrez regarder. Et là, je capote un peu. Il est midi, mais j'ai tellement d'autres choses à vous dire. En tout cas, je vais continuer. Je m'excuse. J'essaie de faire ça en 1 heure, mais c'est vraiment difficile. Mais si vous voulez quitter, vous pouvez quitter puis écouter la vidéo en rediffusion. Mais je vais quand même continuer pour ceux qui veulent rester.
Je veux juste vous dire qu'on dit souvent à nos élèves de faire des démarches claires. On fait une démarche claire, on fait une démarche claire. Mais c'est quoi ça, faire une démarche claire? Ça, c'est pas clair. Donc, il faut le montrer concrètement. Qu'est-ce que c'est faire une démarche claire? Puis montrer plusieurs modèles. Puis moi, j'utilise souvent ma caméra. Moi, je mets souvent, quand je vois qu'un élève a fait une démarche coup de cœur, je mets un cœur. Ils le savent. Puis là, ils me disent: «Ah, j'ai une démarche coup de cœur. Ah, super, bien.» On la met sous la webcam, on le montre aux autres. Puis ça, c'est vraiment gagnant, puis ça motive beaucoup les élèves. J'ai instauré aussi, puis ça, je ne le fais pas assez souvent malheureusement, mais des petits joggings mathématiques. Ça, c'est rapide, c'est des petits entraînements, soit du calcul mental, des dictées de nombres. Je m'en sers un petit peu des fois comme évaluation formative, voir si quelque chose a été acquis. Donc, c'est des petites questions éclairs. Ils me répondent ça dans un petit cahier de jogging mathématique. J'ai mis un petit son ici, c'est juste pour vous dire que j'étais tannée que les élèves, il y en a tout le temps un qui ne trouvait pas son cahier de jogging mathématique, puis ça prenait ça du temps, du temps. Ouais, j'ai mis le début de la chanson de Rocky qui s'appelle L'œil du tigre, Eyes of the Tiger. Là. Au début, elle est très entraînante, puis c'est un bon beat. Là. J'ai mis 15 secondes. Puis je peux vous dire qu'après 15 secondes, tout le monde est prêt. Puis même ceux qui sont prêts avant ont le droit de se lever puis de faire des petits gestes comme ça d'entraînement. Fait que ça les motive. Puis je peux vous dire, tout le monde a sorti son cahier en 15 secondes. Ensuite, il y a des ateliers de mathématiques qu'on peut mettre en place. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Je ne suis pas rendue là, mais ce sera un prochain défi. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis non plus, puis ce serait la programmation de robots. Donc, il y a Rachel qui m'en a parlé, qui a fait ça avec ses élèves. Ça a l'air tellement le fun, mais ça aussi, je ne l'ai pas mis en place, mais que j'aimerais beaucoup. Ça, c'est tout nouveau de cette année, des entretiens mathématiques. Donc, je sors mes élèves dans le corridor, puis je leur pose des questions mathématiques. Fait que c'est comme une forme d'évaluation. Parce que nous, je vous dirais là, qu'on est en train à mon école de prendre un virage par rapport à l'évaluation. En général, je vous dirais. Fait que ça, c'est un autre dossier, l'évaluation, mais en tout cas, entre autres, on a mis ça en place, les entretiens mathématiques. Au lieu de passer un examen avec des questions, bien, on pose des questions aux élèves verbalement. Ça permet vraiment d'avoir, je vous dirais, c'est direct, puis l'élève peut vraiment expliquer. Puis ça nous permet aussi d'y faire une rétroaction immédiate sur ces petites choses. Donc là, c'est là que je demandais, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres idées. Comment est-ce qu'on pourrait travailler les mathématiques autrement? Je ne sais pas s'il y en a qui osent ouvrir leur micro. Je vais juste finir les diapos, puis après ça, on pourrait s'en reparler. Je veux juste vous dire qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, ça prend du temps faire ça, puis oui, je suis d'accord. Puis, je ne vais pas vous compter de mentir, là, j'en mets beaucoup de temps là-dedans. Mais c'est du temps que je gagne ailleurs. Puis, ce que je vis avec mes élèves, c'est tellement plus motivant, même en tant que prof. Parce que nous autres aussi, les profs, il ne faut pas tomber dans le bof, là, ou pire, dans le burk. Fait que moi, je me garde dans le wow. Puis j'aime ça travailler, j'aime ça préparer des trucs pour eux, puis je sais qu'ils vont avoir du fun, puis ça me motive, même moi, en tant que professeur. Donc, vraiment, collaboration. D'abord, avec mes collègues à l'école, j'ai vraiment une équipe. Nous, on est 3, on s'appelle le trio éclatant. Et on se complète tellement bien les 3. On a chacun nos 3 forces. Donc, moi, souvent, je prépare les activités, les autres vont préparer d'autres choses. Puis c'est vraiment, on est comme un couple, mais un couple à 3, là. Puis on travaille vraiment ensemble. Puis je suis vraiment choyée de les avoir. Vraiment, vraiment. Maintenant, il y a aussi du réseautage qui se fait. Parce que là, je suis rendue là, copine avec du monde à Montréal, au Lac-Saint-Jean. J'en ai un petit peu partout au Québec. J'en ai une à Saint-Tite. J'en ai une à Longueuil. J'en ai un petit peu partout. J'en ai maintenant aux Pays-Bas, en Belgique. Donc, il faut se réseauter avec des gens qui sont à notre niveau. Donc, moi, je me suis réseautée avec des gens qui enseignaient à des élèves de 7-8 ans et je fais avec eux beaucoup de troc. Donc, du troc, c'est des échanges d'activités. Donc, entre autres, l'année passée, pendant la pandémie, j'ai découvert Mélanie, j'ai fait des activités pour sa copine Marie-Josée. Elle dit: Hey, j'ai une copine qui l'a fait, m'a partagé ça. Fait qu'on s'en partage ensemble, on s'envoie des activités. Ça, c'est super important parce qu'on ne peut pas tout faire, ça, c'est sûr. Et là, je vous ai mis des groupes Facebook. C'est mes groupes Facebook chouchou. C'est sûr que le premier, ben, c'est mon groupe Facebook avec Charlotte, Kevin et Sandrine. Donc, c'est notre groupe de Notebook Smart. Donc, c'est vraiment, ça s'appelle le coin des profs Smart. C'est un groupe de partage où vous pouvez venir poser des questions ou si vous avez un problème, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous aider. Ou si vous cherchez une activité, vous dites: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait telle activité?
Puis on essaye de donner autant qu'on prend. Donc, si vous donnez autant que vous prenez, ben, on va donner beaucoup. Fait qu'il va y avoir beaucoup à prendre. Ça va dans les deux sens. Il y a bien sûr, je vous réfère au site Facebook Maths sans vie, où il y a beaucoup d'activités de partager aussi. J'en ai d'ailleurs partagé sur ce groupe-là. Si ça vous intéresse d'aller les chercher. Enseignement efficace des mathématiques au primaire, ça, il y a vraiment des super ressources là-bas. Blog à part. Écoutez, ça, c'est mon petit coup de cœur. C'est une maman qui fait plein de super activités et moi, je la trouve tellement bonne que là, présentement, ce que je fais, c'est plus ce niveau, je vous dirais, peut-être préscolaire. Mais pour mes collègues préscolaires, je leur fais des cadeaux. Des fois, je prends ces activités et je les mets dans Notebook, donc je les rends interactives. Puis après ça, je les repartage. Donc, vous pouvez aller les chercher soit sur le blog à part ou sur le coin des profs smart. Il y a les créations LE, donc c'est Leslie Anne et Ellie, si je ne me trompe pas, sa collègue qui partagent énormément, énormément d'activités super intéressantes. Bien sûr, il y a le site Partage au premier cycle, mais je pense qu'il existe Partage au deuxième cycle, puis Partage au troisième cycle. Il faut aller là-dessus parce qu'il y a du monde qui partage énormément, qui sont très généreux. Puis il y a aussi le jeu pédagogique interactif pour le primaire et préscolaire, où il y a beaucoup de jeux là-dessus aussi. Il y en a peut-être pour un petit peu plus vieux. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ensuite, c'est sûr, je vous en ai parlé du travail d'équipe. Moi, là, quand j'ai voulu me lancer dans la littérature avec les mathématiques, j'ai fait un appel à tous et je me suis trouvée, on est 7 enseignants et 3 CP, plus Sophie Nadeau d'École en réseau qui nous chapeaute là-dedans. J'ai créé Littéramats, qui est un groupe de littérature mathématique pour les deuxièmes années. Cette année, on a fait une COP. C'est vraiment un petit groupe très réservé. On verra l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait avec ça. On ouvrira peut-être plus grand. Mais quand on fait des COP, je vous dirais par expérience, on est mieux de garder ça petit pour garder ça plus convivial. Mais juste pour vous dire que je me suis réunie avec des gens qui étaient motivés comme moi puis qui avaient le goût de travailler ça. Il y en a d'ailleurs qui sont ici aujourd'hui de cette COP-là. Bonjour les filles. Et on se réunit une fois de temps en temps pour discuter des livres qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait comme activité. Puis c'est tellement motivant et enrichissant. Donc, je vous encourage à vous réseauter avec d'autres personnes aussi de votre niveau. D'ailleurs, l'école en réseau est là pour vous. C'est gratuit. Vous les contactez, vous dites, moi, j'aimerais ça faire une COP sur tel sujet ou j'aimerais ça faire tel projet. Contactez-les. Ils sont là. Puis là, je dis pas ça parce que Sylvia puis Vincent sont là, mais ils sont tellement gentils, tellement serviables et sont vraiment là pour nous aider. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Puis, ils vont vraiment être là pour vous guider là-dedans. Puis, si vous n'avez pas personne avec qui, ils vont vous trouver du monde avec qui travailler. Donc, vraiment, il faut aller vers eux. Bon, je termine vite, vite en disant que maintenant, ben, je suis tellement contente, j'enseigne vraiment les maths comme un tout et pas par section. Parce que, tu sais, avant, avec mon cahier, telle semaine, je travaillais l'addition. Ben, c'est sûr, quand je proposais un problème, ils savaient que ça allait être un plus, là. On travaille l'addition cette semaine, c'est comme clair. Là, c'est vu comme un tout. Fait que je fais un petit peu de géométrie, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais je trouve que d'en faire plus souvent, parce que, tu sais, des fois, on faisait la géométrie genre au mois de septembre, on la revoyait juste au mois de janvier. Mais c'est pas ça, les mathématiques. Les mathématiques, c'est un tout. Il faut vraiment voir ça comme ça. Je suis maintenant ma PDA, ça, c'est la progression des apprentissages ici au Québec. Donc, je pense que vous vous appelez peut-être ça en Europe ou ailleurs le programme. Je suis mon programme et puis un cahier. Donc, vraiment, je réponds aux exigences. C'est sûr que ça va vous demander d'avoir une super bonne planification. C'est ça, c'est évident pour être sûr que vous avez vu tous vos trucs. Maintenant, pourquoi enseigner les maths autrement? 5 bonnes raisons. Premièrement, c'est ludique puis c'est super amusant, autant pour les élèves que pour le prof, hein? Moi aussi, j'aimais ça manger les biscuits en pain d'épices. Ensuite, ça permet de vivre les maths de façon concrète. On peut voir les maths de façon diversifiée, non plus par catégorie. Les enfants, ils n'ont pas toujours l'impression de travailler. Ils ont pas, ils pensent qu'on fait juste s'amuser. Quand on a fait le tour de magie, puis je leur ai dit après que c'était mathématiques, là, ils ne m'ont pas vu venir pantoute, là. Et la dernière, écoutez, apprendre en s'amusant, que demander de mieux? On ne peut pas, hein? Puis mes derniers petits conseils, ça finit ici. Alors, je vous dirais, prenez votre temps. Allez-y progressivement. Là, je sais que je vous ai bombardé ça aujourd'hui. Ça fait plein d'idées. Allez-y un changement à la fois. Je n'ai pas tout mis ça d'une seule année. J'ai commencé par j'ai commencé tranquillement un jeu d'évasion, un deuxième, puis après ça, un problème du jour, puis tu sais, maths en image, j'ai commencé ça cet automne, puis donc, puis je vais instaurer d'autres choses. Donc, je suis moi-même en évolution.
Et le dernier conseil que je vous donne, c'est faites-vous confiance. Il y a du monde, il va toujours avoir du monde pour vous faire peur, pour vous dire ah, tu lâches ton cahier, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais qui puis ça, puis ah là, c'est ah ben qu'est-ce qui se passe si tu as une suppléante? Ben, s'il y a une suppléante, là, j'y imprimerai un PDF, il y a toujours moyen de s'organiser. Fait que faites-vous confiance. Voilà, c'est comme ça que je termine. Je suis désolée, 10 minutes de plus. J'ai essayé de faire mon maximum. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être arrêter l'enregistrement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, mais moi, je vais rester pour les questions s'il y en a qui ont des questions, mais je sais que j'aime mieux qu'on arrête l'enregistrement parce qu'il y en a qui sont peut-être